question, je vais peut-être commencer moi. C'est un film absolument inclassable. C'est un article. Alors, comment ce projet? C'est... Bonsoir, bonsoir. Merci. C'est Pierre Léon qui devait réaliser ce film. Pierre Léon, qui est un cinéaste confidentiel et extrêmement précieux. C'est fait partie de ces happy few très importants de l'époque de Bietz, quand j'étais assistant pour Paolo Branco. Jeanne Balibar avait tourné un film qui s'appelle L'Idiot, d'après Dostoïevski, avec lui. Et voilà, et Pierre Léon et son co-scénariste Renaud Legrand ont vraiment eu leur vie modifiée par Barbara, quoi. Et ils ont essayé de faire un film pendant 8 ans, mais voilà, après l'économie du cinéma étant celle qu'elle est, enfin, il y a eu ça, le fait de réécrire pour essayer de trouver de l'argent, pas trouver de l'argent, et puis ils se sont épuisés et ben, c'est ce que disait René avec le tir à l'arc, quoi, qu'un film tu bandes l'arc et si tu tiens trop longtemps, ben, tu vas rater la cible, quoi. Donc, et ils m'ont passé le relais un soir dans un dîner piège. Tout d'un coup, je me suis entendu dire « Et si t'essayais toi ?» Évidemment, leur film, Jeanne faisait vraiment partie de leur vie, et j'imagine que pour eux, voilà, cette rime avec Barbara, ils avaient imaginé le film avec Jeanne, déjà. Et bon, voilà, que faire? Comment faire? Je vous avoue que dans la seconde, il y a eu 2 mouvements totalement contradictoires, très forts. Il faut foutre la paix, quoi. On va pas, elle aussi, lui faire un biopic, c'est pas possible, pas elle, voilà. Et de l'autre côté, il y avait Jeanne qui était assise à la table, et j'ai dit, ben, on n'a pas fait de film depuis quoi? À l'époque, ça fait 3 ans cette histoire, donc depuis 15 ans, on n'avait pas fait de film. Voilà, il y avait peut-être trouver quelque chose, un terrain de jeu ensemble, à nouveau, je sais pas. Et puis vous rentrez à la maison, et ben maintenant il y a les ordinateurs, vous regardez évidemment immédiatement des images d'archives extraordinaires qui vous prouvent juste une chose, c'est que qu'est-ce que le cinéma peut offrir de plus que YouTube? Ben si, non, mais je parle vraiment du souci, de comment faire pour trouver ma nécessité intérieure de faire ce film. Voilà, et ça a été vraiment d'abord une réaction un peu idiote, voilà, le biopic c'est ça, enfin, comment faire? Alors que j'adore les biopics, je vais les voir, quoi. J'adore ça, et je pense que ça fait partie ça doit être une pulsion de la réincarnation, je sais pas. Mais il y a quelque chose, on aime voir des biopics, parce que on croit à quelque chose, voilà. Et avec Philippe Di Folco, avec qui j'aime beaucoup écrire, on avait déjà travaillé sur tournée ensemble, et lui aussi est un barbarophile. Enfin je veux dire, il avait sonné à sa porte, il était allé voir les concerts avec ses parents, tout ça, et voilà, on a essayé, puis on a laissé tomber, puis on a recommencé. Donc on est devenus des historiens. C'est tout. Voilà, faire une chronologie jour par jour en espérant qu'il y aurait une petite lueur, une faille par laquelle on pourrait imaginer le film. Et Jeanne faisait autre chose, et puis quand même, elle dit, ben, je vais travailler la musique. Ça lui plaisait, et puis Jeanne, voilà, pendant 2 ans, est entrée par la musique. Et Barbara ne connaissait pas le solfège, et Jeanne, avec des musiciens, avec des pianistes comme ça, essayait de décortiquer presque les paysages harmoniques, disons, de Barbara. Comment cette connaissance animale du clavier qu'elle avait, pourquoi elle pouvait retomber sur les mêmes harmonies
Voilà. Et puis, s'amuser aussi à travailler des chansons qu'elle n'aurait pas faites. Voilà, des chansons contemporaines. Pourquoi Barbara écrit des choses en même temps que le Velvet, en même temps que Brigitte Fontaine, en même temps que, vous voyez, les Beatles, voilà, elle a travaillé tout ça. Et nous, c'était l'horreur, on ne savait pas comment faire. Et je voulais pas cette histoire de mise en abîme, je voulais pas ça, parce que ce que j'aime, c'est le premier degré, si vous voulez. C'est le seul qui compte, c'est surtout pour quelqu'un comme Barbara, où les chansons vous pénètrent immédiatement, où on a l'impression qu'elle a écrit les chansons que pour chacun de nous, qu'on est l'élu, et chacun de nous, et qu'il faut quelque chose de tellement sensuel tout de suite. Et que j'avais très peur de la mise en abîme, et que ça devienne un Rubik's Cube qui casse cette musicalité, voilà, et cette chaloupe. Et comment faire avec ça? Et puis je me suis dit, peu à peu, mais non, si on voit quelqu'un en train de travailler, je pourrais peut-être juste m'approcher d'une chose qui m'obsédait, c'est comment les chansons lui arrivaient. Et que si on pouvait filmer une actrice, alors laquelle? Brigitte ou Jeanne, je ne sais pas, mais qui travaille. Et je pourrais peut-être juste m'approcher du travail des chansons de Barbara, et que si on arrivait du coup à créer des situations tout le temps musicales, pour qu'on soit un peu comme dans un filtre d'amour, ou en intraveineuse, enfin je sais pas, quelque chose qui avait à voir avec faire tourner des tables et faire monter un esprit, et quand est-ce que Barbara viendrait nous visiter, peut-être il y aurait quelque chose qui casserait une forme trop visible de cette chose qui est pas du tout, qui est le film dans le film. Voilà, mélanger deux genres, le film dans le film et le biopic. Voilà. Justement, vous parliez de Jeanne, elle est extraordinaire dans ce film. Comment vous avez travaillé avec elle? Parce que vous avez, bon, vous la connaissez bien, vous avez dit dans le journal que autant Barbara était rapide, autant Jeanne est lente. Oui, vous aviez une idée derrière la tête. Non, mais Jeanne a une forme de langueur. Voilà, elle a une forme de langueur, quoi, comme ça. Et elle le sait, voilà, je peux faire et tout. Et ben, ça lui permettait d'avoir un grand terrain de jeu, jouer à la balançoire, tous les deux, avec ce mât, cette dignité, cette radicalité, qui était Barbara, qui nous permettait du coup de visiblement pouvoir s'amuser, quoi. Et je pense réellement que c'est son approche par la musique qui a été ce qu'il fallait faire, quoi. Et elle avait appris, sans me dire forcément quoi. Je pouvais lui donner des documents, des choses, mais non. Mais elle avait appris des milliards de mots de Barbara, des interviews, des choses, qui étaient comme une immense boîte à outils qui lui permettait, dans n'importe quelle scène, de partir, si vous voulez. Et on tournait des scènes souvent très longues, de 20 minutes, qui faisaient que, du coup, la durée du plan ne l'enfermait pas forcément dans le souci de la performance. Si les plans étaient courts, elle aurait forcément été enfermée dans les problèmes de mimétisme, si vous voulez, ressembler. Tandis que si vous partez sur 20 minutes, comme la longue scène de l'appartement au début, si vous voulez, où elle avait des repères, voilà, c'était presque, je lui ai expliqué, je lui ai montré un peu où il y avait la lettre du père Ballet, le poulet dans le frigo, les médicaments dans la valise, enfin plein de choses, quoi. Et la durée faisait que du coup, elle pouvait passer de Barbara sans s'en rendre compte à Brigitte,
puis peut-être quelque chose de Jeanne, voilà. Et ça a été voilà, des dispositifs comme ça, enfin, d'essayer d'avoir des modes de narration les plus divers possibles pour arriver à cette croyance dans le cinéma, en fait, hein, de cette foi du premier degré, une forme de croyance. Un foisonnement de sources. Il y a un foisonnement de sources aussi dans le film. Il y a des moments à l'envolée sur Barbara qui sont remarquablement bien filmés. Et comment avez-vous cherché ces sources? Ben, comme on n'arrivait pas à écrire, on a cherché toutes les images qui avaient pu être faites de Barbara. On en a découvert du coup d'autres, et des sons, enfin tout. Et c'est ce film de Gérard Vergès, ce document de Gérard Vergès, qui était le mari de sa costumière, de Mine, et qu'il avait filmé en tournée. Et là, peut-être, il y avait un tout petit peu moins de masque chez elle, moins le personnage, et une fantaisie que, c'est vrai, je ne pouvais pas forcément soupçonner, on ne peut pas forcément soupçonner, parce que les gens qui ont côtoyé Barbara, la première chose qu'ils disent en général, c'est qu'est-ce qu'on a pu rigoler, quoi. Elle était très drôle, très drôle. Et voilà, cette fantaisie m'a soulagé. Et du coup, c'était un mode d'incarnation. À un moment dans le film, pourquoi pas utiliser des plans. Ils ne sont même pas nommés comme archives, en fait, c'est des plans. Et puis les tricoter, comme elle le fait à l'avant de la voiture, avec des choses qu'on ferait nous. Voilà, mais c'est un moment comme ça. Voilà, c'était une manière de faire tourner l'état pour voir si peut-être il y aurait quelque chose de Barbara à ce moment-là. Ou quand Brigitte, chez elle, projette des images de Barbara avec Béjart sur son mur, c'est encore une autre manière de la faire venir. Et on s'est senti à un moment étrangement suffisamment heureux de faire le film, confiant. Il était donc possible que la vraie Barbara soit dans le film. Vous voyez, il n'y aurait donc pas, comment dire, un jeu des 7 ressemblances, des 7 différents, vous voyez, et Jeanne, il n'y aurait pas de compétition. Ça avait l'air d'aller. Et voilà. À ce moment-là, un jeu de miroir, oui, on s'est beaucoup... vous savez, au bout d'un moment, ça devient exaltant, on essaye plein de choses, jusqu'à arriver à cette dernière partie où il n'y a plus de film dans le film, il n'y a plus Brigitte, il n'y a plus Yves, et que, curieusement, le cinéma peut nous faire croire qu'on est réellement avec elle, apprécie, comme dans un biopic, où le personnage essaye de retrouver son passé et écrit. Et il y a une voix off, sa voix. Et c'est un autre mode de croix, vous voyez. Et j'étais, voilà, essayer d'arriver à ce premier degré, vraiment. Voilà. En passant par les analogies les plus troublantes. Bon. Vous êtes réservé le rôle du réalisateur. À partir du moment où il y avait cette histoire, Jeanne n'allait pas jouer Barbara directement, mais allait jouer une actrice qui joue Barbara, il y avait un film, donc il y avait un réalisateur. C'était quand même plus amusant qu'on joue tous les deux. Et puis, j'ai tendance à me moquer beaucoup, c'est plus facile du coup. C'était comme une caisse de résonance, si vous voulez, ce personnage. Et puis, c'est le fétichiste. C'est le fétichiste qui n'aura pas accès, qui reste à la porte à la fin. Vous voyez? Et du coup, c'était amusant. C'était amusant que je puisse rentrer chez elle à 3h du matin et dire à Jeanne, c'est vrai, faisons quelque chose qu'on ne sait pas faire, quelque chose qu'on n'a jamais fait, faisons un film ensemble. Ben, évidemment que... Voilà. Et là, par exemple, Jeanne ne voulait pas savoir ce qu'il y avait écrit sur le papier. Vous voyez? Arrêtez donc. Mais oui. Mais
il se trouve que François Gédigier, le monteur du film, nous a accompagnés. François, si tu peux venir quand même, parce que il y a une écriture, c'est peut-être celle du scénario, mais il y a l'écriture musicale et sensible du film qui est celle de François. François se retrouvait justement avec ses prises de 20-25 minutes où évidemment il y avait à boire et à manger, il y avait de tout. Jeanne essayait tout, donc voilà, arrivé, et puis moi je pouvais avoir une tendance à être ébloui de ça, et non, il y a quelqu'un qui est un spectateur du film, et parce que c'est ça qu'on doit faire, c'est juste. Et qui pensait au récit, qui pensait au personnage. Nous avons tourné 6 semaines, 5 semaines en décembre, et on s'était gardé, c'est pas beaucoup 6 semaines pour faire un film, 6 semaines de 5 jours, et on avait gardé 5 jours après une période de montage. Et c'est vraiment François qui comme ça a pu me faire comprendre, me faire sentir, pas comprendre, sentir que ce Yves, on voulait savoir 2-3 trucs quand même sur lui. Et d'où cette chose où à un moment il rentre dans son film, et il vire un figurant, et il revit cette chose à 16 ans, et qu'il dit 2-3 trucs à Brigitte. 2-3 trucs sur, c'est peut-être la berceuse que ma mère n'a pas chantée. C'est des choses qui sont suscitées, vous voyez, à un moment, c'est absolument faux dans le cinéma de dire il y a le scénariste, il y a le monteur, il y a l'accessoiriste, il y a l'ingénieur du son, il y a... Mais non, parce qu'à un moment donné, sincèrement, qui est scénariste, voilà, qui est cadreur aussi aujourd'hui, parce que vous savez, avec ces nouvelles machines, il faut le dire, on peut recadrer dans l'image. C'est-à-dire qu'un monteur peut devenir cadreur. On peut créer des panneaux dans les plans, on peut, c'est complètement dingue, toutes les possibilités, enfin, voilà. Et que donc les métiers se mélangent, et on fait un plan ensemble, quoi. Ouais. Vous avez éditionné ça avec de brillants musiciens, j'adore l'accordéon, il est génial. Bon, il est trop grand, qu'est-ce que vous voulez? C'est un vrai souci. Filmer quelqu'un de très très grand, c'est un problème. Mais voilà, Roland Romanelli a amené des nouveaux sons à Barbara à l'époque, avec cet accordéon électronique, puis après les synthétiseurs. Il a amené quelque chose de nouveau. Il me semblait intéressant de travailler avec des musiciens qui aujourd'hui amène des sons nouveaux de l'accordéon, qui est donc cet extraordinaire musicien, compositeur, improvisateur, tout, qui s'appelle Vincent Perani, voilà, et qui s'est retrouvé à devoir en plus jouer la comédie, voilà, et il y avait du coup une analogie avec ce que a pu être pour Barbara Roland Romanelli à ce moment-là. Et ensuite, il y avait Antoine Simoni qui joue le contrebassiste, oui. Et les musiciens cachés qui ont travaillé avec Jeanne beaucoup avant. Il n'y a pas de questions dans la salle? Comment fait-on après pour passer à autre chose, que ça soit vous, Jeanne, ou monsieur, enfin l'équipe, ça doit être... Elle vous habite encore, Barbara? Elle est étouffante aussi. Et il y avait aussi ces ondes-là pendant le tournage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aussi des moments où on n'en peut plus de Barbara. Et ça, c'était intéressant aussi. Notamment la dernière partie qu'on a tournée justement en janvier, dans la 6e semaine, c'est la maison de Précy, où pour Jeanne, quand même, recommencer à faire... Waouh! Et
Et on a essayé juste une chose, ben, ici tu faisais plus Barbara en fait. Donc Jeanne adore travailler sur les costumes, elle adore ça. Et avec Pascaline Chavannes, voilà, il y a juste des choses plus larges, des costumes plus larges, et puis, mais en fait Jeanne ne joue plus Barbara. Sur le plateau, elle ne joue plus Barbara. Elle était avec sa meilleure copine, Marie Desgranges, celle qui joue la phoniatre, Mahu, qui était le percussionniste de Barbara, de Higelin, de Lavilliers, et des amis. Et du coup, qu'elle regarde, qu'elle écoute la télévision, bien sûr, qui était vraiment la ligne directe pour les malades du sida qu'elle avait installée, d'Act Up, et cette maison ouverte au son contemporain et des jeunes, c'est-à-dire William Scheller, Jean-Louis Aubert, qui rentraient dans cette maison, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a comment raconter les derniers sons de Barbara. Je sais pas, quand on a entendu ces reprises que font Loukasa, donc ces trois hommes qu'on va rentrer dans la maison qui font la reprise de Bernard Pimpin, je sais pas, ça me racontait quelque chose qui lui aurait plu, que ça, que des gens s'emparent et fassent quelque chose. Et je trouve qu'on entend tellement les mots. Et c'était la chanson qui était la plus difficile pour elle à chanter, sans pleurer. C'était Bernard Pimpin. Mais c'est pour ça que, voilà, Jeanne est là. Et voilà, c'était des choses comme ça, mais... Vous savez, c'est un peu miraculeux, hein. C'est des choses... Beaucoup de travail avant, c'est vrai, c'est sûr. Mais lequel, il était difficile à définir. Il n'y a jamais eu écrit scénario, il y a toujours eu écrit outil de travail, si vous voulez, qui était bourré de notes. Voilà, avec des documents, des photos, l'équipe avait ça, et je leur donnais des pages le matin même du tournage, voilà. Oui, des choses comme ça. Je voulais savoir si c'était toujours Jeanne Balibar qui chantait, ou alors des fois, ou jamais, Et puis je voulais savoir pourquoi ce masque blanc qui apparaît deux fois. Bon. Il y a de tout. Il y a de tout. Et pour créer la possibilité de faire entrer le plus possible de musique dans le film, voilà, c'était... Et ça aussi, c'est quelque chose que François m'a fait ressentir, c'est qu'on ne pouvait pas mettre des musiques sans qu'il n'y ait pas au moins un micro-filet de fiction de quelque chose. Sinon, ça faisait des intermèdes musicaux. Donc il fallait que ce soit des choses toutes simples. Ça pouvait être juste l'actrice chez elle qui regarde Barbara, qui chante du bout des lèvres et qui imite. Voilà, il y a une situation où elle part avec l'accessoiriste dans la nuit, il y a un piano dans un relais routier, elle doit bosser, et elle travaille Nantes. Donc, voilà. Donc, il y a de tout. Et pour la musique, on s'est dit, essayons d'être un peu historique, pédagogue, enfin simple. Commençons par le début, comme elle le dit, c'est-à-dire le répertoire de 1900, de Fraxon, qu'elle aimait chanter. Ensuite, les chansons de Brel et les chansons de Brassens. Puis après, voilà, les mots des autres, comme elle dit. Et puis peu à peu, les siennes. Il y a beaucoup Jeanne qui chante, beaucoup. Alors après, c'est toujours triste de dire la cuisine, si vous voulez. Parce que ce qui était troublant, moi j'avais en tout cas envie d'arriver à ce fameux premier degré du biopic que j'aime, c'est-à-dire une actrice qui va mimer avec sa bouche sur la vraie voix de la divinité sur laquelle on fait le film. Et c'est ce qui se passe en fait avec Je ne sais pas dire, avec ce long plan, avec le fond blanc. Mais comme on est passé par pas mal d'analogies avant, on n'en est pas totalement sûr, ou alors on en est sûr, mais voilà. Mais là, oui, c'est Jeanne
qui fait ce qu'on appelle du lip-sync sur une version que je trouve la plus belle de Je ne sais pas dire qu'elle a fait à la télévision suisse, en fait. C'est filmé, normalement on n'a pris que le son. Mais sinon, il y a de tout, mais il y a beaucoup Jeanne, beaucoup. Ouais, et des fois, beaucoup, enfin, c'est elle qui joue du piano aussi. À un moment, justement, lors du retournage, parce qu'on avait tourné Amours incestueuses et Chapeau bas comme des intermèdes musicaux, c'était plutôt pas mal, avec des figurants qui jouaient le public. Ben non, en janvier, on s'est dit faisons autrement. Si Jeanne fait du playback sur sa propre voix, et qu'on intègre ces éléments de fiction qui sont justement ce moment où Yves rentre dans son film, le producteur qui essaie de le retenir, voilà ce moment-là, où pendant Chapeau bas, on voit le réalisateur qui la filme derrière sa caméra. Et là, donc, c'est Jeanne qui fait du playback sur elle-même, et on est allé filmer, on a eu envie la veille, on s'est dit on va aller les filmer à Ferber pendant qu'ils enregistrent le playback. Donc quand en fait on voit Jeanne qui fait « Oh merde, où je suis rentré trop », ben, c'est du documentaire, vous voyez. Mais moi, je mettais mon costume à la con, je passais au milieu, et comme ça, bon. Mais tout ça, c'est de la... C'est des... À un moment donné, les plans... je sais pas, c'est des choses qui décident d'eux-mêmes, quoi. Je sais pas comment dire. C'est magique. On est passé par des gouffres réels. Avec François. Ah, il y a monsieur. Ah, le masque blanc. Pareil, c'est un moment de documentaire. Ça, c'est quelques mois avant le tournage, puisqu'il y avait, dans un des modes d'incarnation, du mensonge consenti, disons, qu'est ce film avec vous, c'est-à-dire, vous savez très bien que c'est pas Barbara, que c'est une actrice dès le début, quoi, et on lui donne un scénario, c'est une actrice qui a l'air d'avoir une carrière anglo-saxonne qui arrive pour jouer Barbara, et ben donc il fallait passer par, on va mouler le nez de Barbara. Jeanne devait donc, ben on doit faire ça, mouler le visage entier pour que le prothésiste puisse fabriquer un nez. Et pareil, là je me suis dit non, on va filmer ça. Longtemps j'ai pas su ce que pouvait être le film. J'ai beaucoup filmé Jeanne, juste en train de travailler. Je suis allé filmer le vrai Jacques Tournier, et me suis dit peut-être le film, ce sera ça, c'est possible. Et ça, c'est des plans qui nous ont... qui prenaient en charge cette histoire des masques, qui a été un des thèmes importants. Pourquoi elle s'est construit ce personnage, pourquoi ce masque, pourquoi ce clown noir, comme elle aimait s'appeler, ce clown blanc-noir, pourquoi Nosferatu, pourquoi la cape, pourquoi faire peur aux enfants, pourquoi Cruella, pourquoi... Voilà, toutes ces choses qui peuvent venir vraiment de l'expressionnisme allemand, des fois. Et ce masque-là, j'aimais... À un moment, j'ai pu me dire, c'est peut-être juste l'histoire d'une femme assise derrière un piano qui, à un moment, se lève, est debout, danse, et après s'allonge sur le piano, comme lors de ses derniers concerts, où elle était souvent allongée sur le piano, où elle chantait même plus, c'était le public qui chantait. Et c'est ce que dit Béjart, d'ailleurs. Et voilà, il y avait une rime entre ce masque de prothésiste et le masque qu'elle a dans ce film de Béjart qu'il a tourné à Venise, où elle danse, quoi, un tango, avec ce... On avait tout de même, à un moment, on avait cherché des choses avec des masques de commedia dell'arte pour son nez dont elle aimait tant parler. Comme lieu, c'est la cour de la maison de Crécy. Vous y êtes entré, vous avez filmé. Alors, c'est un peu comme ce que dit l'assistant à un moment donné quand il lui montre des trucs sur l'ordinateur et qui dit la vraie va pas. Et qu'il y avait quelque chose à un moment donné, le film semblait demander de passer par une reconstruction. Donc c'est pas du tout précis.
Mais c'est ça, le degré premier du cinéma. Vous voyez? Et oui, on avait évidemment beaucoup de photos, beaucoup de choses. Laurent Baude, le décorateur, Christophe Offray, l'accessoiriste, enfin voilà. À tel point que quand Mahut, qui a connu Précy, est rentré là, bon, ça résonnait, il y a quelque chose. Et non, tout est fou, oui. Mais c'est ça qui est, c'était important. Ouais. Donc, en fait, je suis là. En fait, je voudrais savoir, je n'ai pas très bien compris votre notion de premier degré. Dans la plupart, effectivement, des biopics, on a souvent l'impression, en fait, d'avoir une description, un portrait d'un personnage qui est faux. J'ai bien aimé le film, justement, parce qu'il a évité, j'ai l'impression qu'il a évité cette tautologie de dire Barbara, c'est mon film. Voilà. Oui, ou surtout Barbara, après coup, on va lui donner un sens à sa vie, quoi. Et donc, elle a été violée par son père, donc on va décider que toutes les chansons et que tout, on va le lire que sous ce prisme-là, parce que c'est important, les clichés de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait des clichés? Comment on fait? Juive pendant la guerre, violée par son père, et l'amour qu'elle a trouvé grâce à son merveilleux public. On peut faire un grand, voilà, c'est ça, un film, si on résume. Et en effet, bon, voilà, comment faire avec ça? Comment faire, essayer d'éviter de plaquer quelque chose, juste. C'est la musique, encore une fois. Je vous avoue que c'était vraiment essayer de créer des choses grâce à ces mots et à ces harmonies. À ces harmonies qui, quand même, vous sortent pas de l'oreille, quoi. On peut pas... c'était ça. Et le premier degré, pour moi, c'est juste, vous savez, juste être... juste au présent. Juste au présent. Juste être... pas en train de... Juste, quelque chose vous submerge et on ne sait pas pourquoi. C'est ça que m'évoquent ces chansons, enfin, l'état dans lequel on est quand on écoute ces chansons. Et l'illusion, c'était l'amour du cinéma, c'est sûr, oui. Mais pas pour rien, quoi. Et voilà, essayer que ce soit un peu... Oui. Eh bien, écoutez, je pense que nous pouvons vraiment... François, Bon, alors, vous avez bien compris le reste du message. Dès ce soir, vous appelez vos amis, c'est l'heure, pour leur demander de venir demain au Balzac.